pur produit du 9-3, un enfant du 93. J'ai pas une quadruple personnalité, je suis le même homme, mais en fait je suis chef cuisinier, j'ai une formation de gastronomie française, j'ai mis mes premiers pains de cuisine à l'âge de 14 ans, et en bon français que je suis, je voulais porter les armoiries de la gastronomie française. C'était de montrer les gars, on existe, coucou, on est là, et on pense ça, et il y a ça qui nous arrive. C'était un moyen d'expression en vérité. Vous connaissez pas le dîn à notre époque, tu vois, le dîn c'est venu un peu après. Nous, notre seul rapport qu'on avait au dîn, c'était voir mon père prier. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti bien dans ta vie. Tu dis purée, personne croit en toi, même ta propre famille. Et t'as un mec qui sort de nulle part, lui il croit en toi. Il dit vas-y mon frérot, tu vois. Salam Hassan, ça va? Ouais, cool, salam, ça va. Tu sais, moi je suis dans le 9-3, donc ça va. On a le droit de le dire, hein. Je donne pas la géologue, mais on a le droit de dire le 9-3. Hein, les studios sont dans le 9-3. ouais, ça fait ça. C'est une des raisons pourquoi je suis venu. Parce que tu es du 9-3 de base. Je suis du 93, Sensan, exactement. Un pur produit du 9-3, un enfant du 93. Et voilà, on est toujours là, après 40 ans, à porter les couleurs et notre origine de cette banlieue. Yes. Et Hassan, qui es-tu? Qui je suis, moi? Alors, je me présente souvent dans les interviews et je vais essayer de te faire une présentation un peu autre. Mais en réalité, je suis ce... Tu sais, quand des fois tu te questionnes à l'intérieur de toi, tu dis qui suis-je? Et quand tu te dis qui suis-je, tu vas où? Tu remontes à la base de ton souvenir le plus lointain. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et mon souvenir le plus lointain, ben, c'est ce petit gars qui a grandi dans le 9-3 justement, d'origine algérienne, et qui avait une famille magnifique, une enfance magnifique. On s'est aperçu plus tard qu'en fait, on n'avait pas les mêmes droits et les mêmes armes que les autres, mais qu'on a réussi à avoir un parcours qui est atypique, qui a sorti l'Ahsen, Hassan, l'Arsen, Chef Hassan. J'ai pas une quadruple personnalité, je suis le même homme, mais en fait, qui je suis, c'est un homme qui a un parcours de vie très sinusoïdal, hein, tu vois, des hauts et des bas, comme un peu tout le monde dans cette vie, mais surtout un petit gars de la banlieue de Paris, qui avait des rêves, qui s'est battu pour ses rêves, qui a essayé toute sa vie d'honorer d'où il vient, d'honorer ses parents, même si des fois j'ai trébuché, mais qui aujourd'hui se bat pour montrer un bon exemple aux gens de chez nous et au monde. Pour moi, c'est la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis chef cuisinier. J'ai une formation de gastronomie française. J'ai mis mes premiers pains de cuisine à l'âge de 14 ans. J'en ai 40. Ça fait 26 ans. Et je suis content. Je vais directement rentrer dans le vif du sujet. D'où te vient la passion de la cuisine? La passion de la cuisine, en fait, c'est la passion de faire plaisir à l'autre, en fait. C'est ce côté altruiste que certains ont. Et moi, comme je le répète souvent, c'est que je voulais faire plaisir. J'ai commencé par le ménage à la maison, on m'arrivait à la serpillière. J'ai vite déposé le balai. Hein, j'ai vu que je n'étais pas fait pour ça. Et grand respect à tous les agents, comment on appelle ça, les techniciens de surface. Je l'ai fait, ce métier-là. Je l'ai fait. À certains moments de ma vie aussi, le ménage et tout ça. Mais cette passion de faire plaisir à l'autre. Je suis arrivé à la cuisine dans ça. Et je ne suis pas forcément gourmand. Ça se voit à ma ligne, hein, tu vois. Mais c'était vraiment de faire plaisir à l'autre. Et puis, il y a des passions comme ça qui n'en toi, tu sais pas pourquoi. T'es là, moi, c'était mon rêve. C'était même, tu sais, à chaque période de ma vie difficile, c'était même mon issue de secours. C'était mon exutoire, c'était la chose qui me permettait de plus réfléchir. Je dis souvent, quand je suis en cuisine, je suis comme un autiste, je suis dans mon monde. Tout s'arrête, tout se finit. Plus de téléphone, c'est même grave, parce que c'est ça qu'il faut gérer sa passion. C'est qu'une passion, il faut jauger. C'est même, tu en oublies tout. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, j'arrive à doser. Parce que quand j'étais jeune, j'ai pas eu... Ceux qui connaissent ce métier-là, qui ont fait le cursus scolaire classique de la gastronomie française, de la cuisine à la française, très peu, on a tous eu une partie de notre adolescence qui est partie. Pourquoi? Quand j'ai commencé à 15 ans, jusqu'à 18 ans, avec l'apprentissage, comment on appelle ça, en entreprise, tu commences, tu sors de chez toi à 7h30 du matin, tu rentres à minuit. T'as un jour, c'est le dimanche, et encore des fois, t'es appelé en extra. Donc, il y a une partie de ton adolescence qui part. Et j'ai essayé de rattraper après, et puis je ne l'ai pas toujours bien fait. Mais voilà. Et pourquoi la gastronomie et pas, par exemple,
Tu aurais pu ouvrir un snack ou un restaurant classique ou seulement un restaurant. Et pourquoi, du coup, tu es allé plutôt dans la gastronomie et pas un truc un peu plus. En gros, qu'on peut te retrouver dans le 9-3, quoi. Bah, le 9-3 reste un territoire de l'Hexagone, de la France. Et en bon français que je suis, je voulais porter les armoiries de la gastronomie française. Et c'est vraiment sincère que quand je le dis, parce que on est français, frérot. Tu rêves en français, tu penses en français, tu réfléchis en français. Tu as appris la langue française, tu as été à l'école française. Tu es un pupille de la nation, comme ils disent, une personne de la République française. Et quand tu vois que tu es français et qu'il y a un art qui s'appelle la gastronomie française, qui est reconnu à l'international, eh ben, tu es fier de vouloir le représenter et de l'apprendre. Tu sais, c'est comme si tu sais que tu as un- une mine, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a du zinc, il y a, je sais pas, du cuivre, tu vas aller à la mine d'or. Eh ben, c'est la même chose. C'est l'or que tu vas faire avec tes mains dans un domaine qui est dans l'excellence. Car en vérité, le français vise toujours l'excellence. Être chef cuistot, c'est pas quelque chose de commun, comme on a pu le dire quand on vient de banlieue. Est-ce que tes parents l'ont accepté? Comment ça s'est passé à la maison? Bah, t'as vu, hein, je suis issu d'une famille d'immigrés. On est 5 enfants, je suis le petit bébé, je suis le dernier. Chez nous, comme un peu toutes les familles, il fallait avoir le bac, il fallait faire des études, parce que nos parents voulaient le meilleur pour nous. Donc tu sais, quand tu arrives, tu dis ouais, je vais être cuisinier. Voilà, ça la fait pas. Quand j'étais en troisième, où tu rencontres les premières conseillères d'orientation qui te disent non, tu as des capacités, tu peux faire de longues études, tu peux aller là, là, là. Nous, alhamdoulilah, tu vois, on est une famille où moi je vois mes grands frères, mes grandes sœurs qui ont réussi leur carrière. Combien dans la famille? On est 5 au total, on est 5. Et toi, t'es le. Moi, je suis le dernier, le petit bébé, comme je t'ai dit, tu vois. Je suis le dernier, un gros bébé, hein, aujourd'hui. Hein. Et en fait, alhamdoulilah, tu sais, en tant qu'enfant d'immigré, j'ai fait une analyse quand j'étais jeune. Hein, je regardais, j'ai une grande sœur qui est biochimiste, une autre qui est au ministère de la Défense, un autre qui est dans le domaine associatif, un autre qui est chauffeur à la SNCF, cadre à la SNCF. Mais en fait, à la base, il n'y a que la première, je crois, qui est restée dans les études qu'elle avait fait et elle a galéré. Et je te jure, cette anecdote, un jour, je la vois et elle pleurait, puis elle me dit, je lui dis pourquoi tu pleures? Parce que j'étais vraiment petit. Et elle me dit, ouais, j'ai fait toutes les études qui existent en France. Aujourd'hui, je suis surdiplômé pour la France. C'est dur quand tu as fait tous ces trucs-là. Et moi, j'ai regardé et j'ai dit, purée, moi, je veux pas passer par là. J'aimerais trop faire cuisinier. Je sais pas, t'as vu, c'est. Donc c'était dur, mais après, j'ai eu l'appui de mes frères et sœurs qui ont parlé à mes parents. Donc j'ai quand même été en seconde générale au lycée, où voilà, j'ai pas été quelqu'un de très correct. J'étais très renfermé sur moi-même, moi, à la base. Et après, ils m'ont laissé quand même partir. Le truc, en fait, pour partir, il fallait trouver un patron. Il fallait trouver une entreprise pour ton alternance. C'était un parcours du combattant. Surtout quand t'es un petit gars qui vient du 9-3. Tu sais, c'est en fait quand tu arrives au lycée que tu commences à comprendre ça. Au collège, on va dire. Quand il y a un peu le mélange des différentes personnes, des différentes classes sociales. Et en fait, quand tu sais que là, il te faut un patron, mais que t'es un petit rebeu du 9-3, qui a une adresse qui plaît pas toujours. Mais j'avais ce pote qui était Stoy, un de mes meilleurs potes, Yougoslav, qui est son beau-frère, qui était un chef cuisinier, qui était un petit robuchon. Et je te jure, je le rendais ouf. Je rendais ouf, mon pote. S'il te plaît. Et mon pote, il voulait même pas faire ça. Mais lui, il a été faire ça. Parce que je l'ai engrainé. Et après, il lui a parlé. Il m'a rencontré. Et chef Laurent Delcroix, un gros big up à lui. Je parle tout le temps avec lui. C'est vraiment mon mentor dans ce business. Et dans cet apprentissage et dans ce partage de passion, il m'a pris. Et là, je crois que c'était comme si tu m'avais donné des millions d'euros, même pire. Une montagne d'or, parce que je voulais tellement faire ce truc-là. Et là, quand les parents et la famille ils ont vu que c'était sérieux, c'était vraiment ce que je voulais faire, là, ils m'ont laissé le faire. Du coup, tu as une trajectoire de vie qui est un peu plus différente d'une trajectoire classique. Ouais. C'est parce que déjà, tu as été chef cuistot, très jeune que tu voulais, mais en même temps, je crois que tu as aussi fait autre chose. Tu es devenu aussi Larsen. Oui, bien sûr, l'artiste. Bah, à savoir, tu sais, il y avait cette période où il y avait le hip-hop qui était un peu, nous, en banlieue, le moyen d'expression. Tu vois, les années 80, moi, j'étais très proche de mes grands frères, même si j'ai 7 ans d'écart avec le cadet. Mais il y avait cette vibe hip-hop qui arrivait des États-Unis. Après, tu as eu Rap Attitude, les années 80. On avait, nous, nos stars, c'était NTM, Joe Star, Cool Chain, il y avait ce message. Et en fait, il y avait ce truc de, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, il y a une transition où tu commences à te rendre compte que tu n'es pas comme les autres. Que tu es quelqu'un qui a été mis en marge d'un système. Que tu ne vis pas les mêmes choses que certains vivent.
qu'on était, nous, dans notre kiff. On a une belle enfance. Je crois même, je suis une des dernières générations, on a vraiment kiffé. Il n'y avait pas encore tous ces trucs, smart et tout ça. Et au final, tu te rends compte que t'as pas les mêmes accès que les autres, alors tu as envie de le dire. Et là, tu passes par un message. Bon, là-bas, c'était un message, c'était l'écriture. Moi, c'était l'écriture. Tu sais, j'allais en cours de français, les mots bizarres, je les notais et tout. Je voulais passer un message. Et à la base, j'avais commencé par DJ avec un grand de mon quartier qui me voyait galérer en bas de la cité, qui disait, vas-y, venez avec moi, arrêtez de galérer ici. Et on a commencé par ça. Mais DJ, c'est un truc, il fallait quand même pas mal de moyens. Alors au final, il y avait un grand de ma cité qui m'a dit, non, nous, on est des pauvres. Les pauvres, c'est le mic. Nous, c'est le message, c'est le rap, c'est l'hip-hop. C'était un peu notre moyen d'expression, notre moyen de liberté. C'était notre liberté à l'époque. Et moi, j'écrivais, j'aimais beaucoup écrire. J'écrivais même des textes pour les grandes massés et tout ça. Et après, quand j'ai commencé le lycée et tout ça, il y avait des ateliers d'écriture et tout ça. C'était un peu ce qui me permettait de vivre en même temps. Il y a des gens, ils ont une âme d'artiste. Et être un artiste, c'est pas quelque chose de mauvais quand tu sais bien l'utiliser. Et même en tant que musulman, avec nos règles et nos codes, tu peux être un bon artiste, tu vois. Et derrière ça, quand je montais à Paris, donc, comme je te disais, nous, on faisait la coupure. J'ai pas eu il y a une partie d'adolescence qui est partie. Et quand tu habites à 1 heure et demie de ton taf, et que tu as 3 heures de repos à la coupure, t'as pas le temps de rentrer chez toi. Au début, j'étais un ouf, je rentrais, je faisais Paris-Brest, je le ramenais à mon chef. C'est un délire. Mais après, voilà, t'es fatigué. Donc tu restes. Et quand je restais, je tournais. Puis moi, j'étais vers Beaubourg, Châtelet-Les-Halles. Donc voilà, hein, le berceau du hip-hop parisien. Urban Music, Clovis, tous ces trucs-là. Et puis je taquinais un peu, et puis voilà, et puis j'avais envie. Et de là, je suis rentré dans ce milieu-là. Donc très vite, à l'âge de 15 ans, je me retrouve sur des projets connus. Donc après, tu deviens... Le but, ça n'a jamais été d'être une star ou d'être quelqu'un de reconnu. Le but, c'était de représenter les miens. La fierté, c'était de représenter les minorités, c'était de représenter la majeure minorité, parce on est nombreux. Et c'était ce truc-là. J'ai jamais eu ce délire, moi, d'être une star, d'être connu, de vouloir péter le million. Déjà, nous, avant, il n'y avait pas ce truc de rapport à l'argent dans le monde artistique. On voulait juste représenter les nôtres. Moi, ma fierté, c'était que les nôtres étaient représentés, qu'ils soient fiers et qu'ils se voient en moi. Et donc, j'ai fait ce truc-là qui après est devenu un travail. Qui est devenu... Et est-ce que c'est cette volonté de vouloir représenter, de vouloir aider ton prochain qui a fait que tu as choisi l'écriture aussi? Parce que généralement, l'écriture, c'est pas, même le français en général, ou est-ce que tu as lu beaucoup de livres, mais parce que c'est pas un truc où, généralement, le jeune de banlieue, c'est pas sa matière de prédilection, quoi. Bien sûr, bah, en fait, moi, comme je dis toujours, c'est mettre des mots sur des pensées. C'est d'exprimer ce que toi, tu penses et que les gens se retrouvent dedans. Elle est là, c'est même fédérateur. Tu sais, aujourd'hui, j'écris encore beaucoup. Quand tu regardes mes posts Instagram ou quoi, je me prends la tête. J'écris des trucs et peut-être sur 1000 likes ou sur je sais pas combien de personnes, tu vas avoir une dizaine de personnes qui comprennent, qui vont te le dire. Il y en a qui le comprennent, qui te le disent pas, qui sont dedans, qui se voient dedans. Et moi, c'est toujours cet effet miroir. C'est dire, je suis comme toi. Nous, c'est beaucoup ça, la banlieue. C'est d'être solidaire. On est ensemble. Après, on s'est séparés à cause de certaines choses qui sont justement pas dans nos préceptes et qui ne sont pas dans notre culture. Et que nos parents se sont battus pour nous éviter ça. Mais il y a Terminator, il était trop chaud, frérot. Voilà, Hollywood, ils nous ont mis une disquette. Donc après, on se retrouve dans des trucs qui font qu'on se sépare. Mais c'est surtout cet élément fédérateur. Tu sais, je pense que comme beaucoup de rappeurs à la base, à notre époque, c'était de représenter les tiens. C'était de montrer les gars, on existe, coucou, on est là. Et on pense ça. Et il y a ça qui nous arrive. C'est un moyen d'expression en vérité. Du coup, pour revenir au rap, comment ça s'est passé, on va dire la double vie entre le rappeur et le chef cuistot? Bah, la W, c'était surtout une opportunité géographique. Parce que tout se passait à Paris. Moi, je travaillais à Paris. Et la plupart du temps, j'étais à Paris. Et sinon, j'étais dans mon quartier, dans ma cité. Donc, j'avais l'inspiration de la vie que je menais, la vraie vie que je menais. Tu sais, c'est dur quand tu te bats. Tu vois, moi, pourquoi aujourd'hui, je remercie Allah de m'avoir donné ce métier-là? Parce que ça a toujours été un combat. Tu sais, c'est pas tout le monde qui comprend. Ouais, les cuistots, il va à Paname, c'est quoi son délire? Tu rentres le soir, ou bien tu sais, moi j'ai des anecdotes. Des fois, je suis là, je suis en plein service pendant le taf, et t'as ton téléphone qui sonne, tu vois un SMS, en nous c'était les SMS, réponds urgent, il y a embrouille. Et là, tu dis au chef, je dois appeler, j'ai un truc familial urgent, tu vas, t'appelles, l'autre, tu dis, ouais, il y a l'autre truc. C'est-à-dire que t'as cette omniprésence de ton quartier, de ta banlieue, parce que tu restes un mec de ta cité. Donc c'est avec ses bons et ses mauvais côtés. Et d'autre côté, tu as cette envie de t'en sortir à travers un métier. Parce que nous, le but, c'était de s'en sortir. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est de s'en sortir.
tu vois. Et tu as ce métier, tu te dis, purée, ce métier-là, c'est ce qui va me permettre d'avoir des enfants, de vivre, de payer mes factures, de faire grandir une famille, de rendre fiers mes parents aussi. Mais de l'autre côté, tu as le poids du quartier, comme tu représentes. Tu fais partie de cette famille et tu dois être là dans les bons et les mauvais moments. Et il y a tout ce truc-là qui se mélange. Et il y a cette situation géographique à Paris qui fait que tu es une personne. Tu es une personnalité. Moi, j'ai toujours personne et personne, chacun est quelqu'un. Et tu es cette personne qui, à la fois, représente tout ça. Ton taf, ta vie, ton quartier. Et tu es un artiste surtout. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir mettre ça en expression. Et là, les gens parlent de toi. Parce que tu dégages quelque chose. Alors les gens veulent être avec toi. Et toi, tu fais pour être dans les bons endroits au bon moment. Et c'est ça aussi, ce truc-là, comment s'est passé cette émulsion dans le rap. J'étais au bon endroit. Ouais, il y a un, comment on appelle ça, un fond de mic libre, tu vois, il y avait un truc, session freestyle. Ouais. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui me montrait où qu'allait prendre. Mais en même temps, c'était à côté du taf. Donc j'avais le temps. Entre le taf et le truc, j'ai le temps d'y aller. Ouais, il y a l'autre, il y a DJ un tel qui est là. Ouais, il y a l'autre, il y a Urban Music. Tac, après tu passes. Après, tu as ce petit truc, les gens, ils aiment bien. J'étais très jeune. Et il y a eu cette opportunité-là. Mais l'opportunité, des fois, peut se transformer si tu gères mal, en un cauchemar. Alors, on ne connaissait pas le dîn à notre époque. Tu vois, le dîn, c'est venu un peu après. Nous, notre seul rapport qu'on avait au dîn, c'était voir mon père prier. C'était musulman. C'était ma mère qui me disait avant de dormir, dis la shahada. Tu vois, c'était ces petits trucs, bismillah avant de manger. Mais tu rigoles, mais c'est ces trucs-là qui nous ont tenus et qui nous ont donné envie d'aller vers ce bonheur et cette paix. Tu vois, déjà envers toi-même, et de comprendre. Après, il y a la science, l'ilm, d'apprendre ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais voilà, c'est surtout la situation géographique qui m'a permis, tu vois, et un peu toutes ces choses-là qui s'assemblaient pour pouvoir faire ces différentes carrières. En gros, t'étais surtout dans on va dire, plutôt dans une religion de répétition, comme tu voyais ton père faire la prière ou autre, tu connaissais pas, et c'est par après que c'est arrivé que tu as recherché. Mais du coup, la rupture parce que le rap, tu l'as arrêté, mais pourquoi tu as arrêté le rap et du coup, pourquoi t'as décidé de faire seulement cuistot? En fait, ce qui se passe, c'est, tu as vu, il y a la fitra, la nature saine de l'être humain. Tous les êtres humains, on a cette fitra. Musulmans ou pas musulmans, qui est en nous. C'est une petite flamme qu'il faut entretenir et raviver. Cette répétition entretenait cette flamme. Voir ton père prier, la shahada, le bismillah, le ramadan, tu sais, ces petites choses-là, donner à son prochain, aider son prochain, c'est des choses qui permettent de faire vivre cette flamme. Derrière cette flamme, des fois, tu l'étouffes avec des choses qu'on fait qu'on ne sait pas que c'est pas bien. Que ce soit la rue, que ce soit les passages, j'ai eu aussi des passages en prison, tout ça, ça étouffe, mais tu veux la raviver, cette flamme, parce que tu sais qu'il y a ce truc-là qui te fait sentir bien. Et au final, tu es là, tu te dis, bon, ok, moi, je suis issu d'une famille, je suis issu d'une religion, ce truc-là, c'est le seul truc qui me fait me sentir bien. C'est comme quand tu donnes une petite pièce à une personne dans le besoin. Tu as vu ce sentiment de bien que tu as? Ça, tous les mérites reviennent au créateur. Parce qu'il y a des gens qui sont milliardaires qui n'arrivent même pas à faire ce geste-là et ils n'ont pas cette ouverture de la poitrine. Nous, on arrive à voir ces trucs-là. On a grandi dans ça. Malgré les péripéties qu'on est passées, on a grandi avec ce truc-là et on a toujours eu en nous. Et en même temps, tu grandis, tu te maries, tu as des enfants, tu découvres le milieu dans lequel tu es. Parce que quand ça marche dans le rap, après, tu découvres le backstage. Tu vois, le rap, c'est bien, t'écris, tu trucs, waouh, c'est chambé, waouh, le mec, il a kiffé, oh, il a dit cette phrase. Mais le business derrière, quand tu vois qui maîtrise ce business, quel est le but de ce business, où ce business mène les nôtres, où ces musiques mènent les nôtres, où tu vois la perversion que ça ramène. Là, c'est le côté humain. C'est même plus une histoire de musulman ou quoi. C'est mon côté humain qui est revenu, qui m'a dit, je me posais cette question. L'Ahsan, c'est quand la dernière fois où tu t'es senti bien dans ta vie? Aujourd'hui, tu as de l'argent, tu es connu, tu as ceci, mais tu n'es pas bien, tu es malheureux, tu as des problèmes avec ta femme, tu as des problèmes familiaux. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti bien dans ta vie? Et moi, c'est l'âge de 19-20 ans, où j'avais une foi qui était magnifique. Je n'avais pas 1 euro, mais je n'aurais rien changé au monde à part cette plénitude et ce bien-être que j'avais en moi. Et j'étais constamment à la recherche de ce bien-être. Et je me rendais compte, je ne vais pas te faire le religieux ou que je connaissais rien, frère. Mais je disais, purée, je veux reconnaître cette sensation de plénitude, de bien-être alors que j'avais rien. Et là, j'ai fait une analyse. J'ai dit, la musique, voilà le cheminement. Ça aurait pu être autre chose. Hein. Je ne faisais pas que la musique de mal. Mais tu fais ce cheminement, tu te dis, ça m'apporte ça. Tu sais, il y a une balance. Ouais. Les choses bien, tu vois. Après, je l'ai appris
étudiant un peu, mais quand il y a une chose qui en découle du bien, garde-la. Une chose qui en découle du mal, même si elle te fait plaisir, délaisse-la. Et derrière ça, en contrepoids, j'avais ce métier magnifique, qui était la cuisine, où je gagnais très peu d'argent, mais les souvenirs qui me restaient, et les choses qui me restaient, venaient et découlaient de ce magnifique métier qui était la cuisine. Donc un jour, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Tu pèses, tu vois, tu fais une analyse. Parce que, alhamdoulilah, Allah m'a donné cette permission d'analyser, que certains n'avaient pas. Et c'était très dur de tout lâcher. Mais je l'ai fait, pourquoi? Parce que je cherchais cette plénitude, cette qana'a, comme on dit, cette raha, cette quiétude, comme on dit, la sakina, ce truc qui m'apaisait. Et j'ai dit, ce n'est ni l'argent, c'est ni d'être connu, c'est ni ça, c'est le seul truc, c'est quoi? C'est mon petit cocon, mon petit bonheur de calme et de où je veux aller. T'es dans un mood, comme ils disent, t'es dans un état d'esprit, c'est ça. C'est ce que tu ne connais que ça. Et si tu n'as, c'est pour ça que c'est important de faire voyager nos petits frères et nos petites sœurs. C'est important d'en montrer autre chose. Parce que même si ça ne va pas leur servir maintenant, crois-moi que quand ils vont se remettre en question, quand ils vont vouloir faire leur vie, bâtir quelque chose, ils vont dire, mais purée, qu'est-ce que j'étais bien à Ristola, dans les Hautes-Alpes ce jour-là. C'est ça la vie. Mais quand j'ai pris le train entre Nice et 26 000, qu'est-ce que les gens, ils étaient paisibles et heureux. Et c'était pas ce que je vis. Il y a une autre vie ailleurs. Il y a un bonheur ailleurs. Je suis pas condamné, mon frère. Regarde-moi, je fais la prise, je fais des trucs. Voilà, les gens connaissent ma vie. Je suis pas le pire, je suis pas le meilleur. Mais les gens, quand ils me voient, tu sais, moi, la plupart des gens, ils me soutiennent parce qu'ils voient d'où je reviens et d'où j'étais. Où tu es aujourd'hui. Et où je suis aujourd'hui. Alhamdoulilah, on va continuer. Il y a une chose que j'ai appris, moi, tu vois, le petit Larsen que j'étais, j'étais le petit à personne. Il n'y a personne qui m'a... Beaucoup de gens m'ont entendu même, j'ai pas pris les mains de gens, j'ai voulu me faire moi-même. Et aujourd'hui, je le vois parce que ça m'a permis de ne plus avoir de frontières. Et c'est ça aussi, dans tout ce que tu m'as raconté par rapport à ta vie, que ce soit dans le rap ou que ce soit dans la cuisine, c'est que tu t'es à chaque fois, toi, démêlé et c'est toi t'as avancé, quoi. T'as cherché à vouloir avancer. T'es pas resté là à ta place en mode, moi je reste là, j'attends qu'on me tienne la main ou qu'on me fasse avancer. Et à chaque fois, on voit ça. Et du coup, ça a créé un businessman, un entrepreneur aussi, c'est ça? Parce qu'aujourd'hui, tu as plusieurs business. Tu sais, il y a deux types de personnes dans le monde actif. T'as le mec qui aime bien avoir son petit salaire. Wow. Je suis passé par là, mais j'ai pas tenu. Moi, je suis un entrepreneur. Je suis un hustler. C'est-à-dire, t'es un mec, t'es un débrouillard, je suis un entrepreneur. Moi, c'est ça. Jusqu'à aujourd'hui. Je me dis des fois, vas-y, pose-toi tranquille, regarde, profite de... J'arrive pas. Pour moi, chaque personne, il a son combat. Chaque personne, il a son message. Chaque personne est une pierre à l'édifice qu'est cette humanité. Chacun à son niveau. Je ne veux pas jouer le rôle qui c'est pas ma casquette. Je veux pas que tu joues le rôle qui n'est pas le tien. Chacun son rôle. Chacun son destin. Moi, j'ai toujours été une personne aujourd'hui dans ce monde, et je le comprends à mon âge qui avance, qui est une personne vers qui on se réfère. Je suis pas une star, je suis pas des millions de personnes qui me suivent, mais j'ai quelques personnes qui sont derrière et qui me suivent et qui me demandent conseil ou qui viennent vers moi, mais eux qui touchent des millions de personnes. Tu vois, on est un peu ce noyau dur et j'ai toujours été comme ça depuis longtemps. Et ça, je l'assume ce rôle-là et je le prends. J'ai essayé de me couper en deux, je le prends. Il y en a qui comprennent pas. Ils vont dire, mais pour qui tu te prends? Et je me prends pour personne, je suis moi. Maintenant, je sais le rôle que j'ai à jouer. Et ce rôle, c'est quoi? C'est d'être une personne bien, bon comportement, un bon musulman, parce que la vraie vie, elle n'est pas ici. Je dois essayer d'assumer mes enfants le mieux que je peux. Ma famille, ma femme, et tout le reste. C'est dur, parce que quand tu es musulman, tu fais des choix. Tu vois, on fait pas l'intérêt. Tu sais, des fois, moi, je suis là, les gens, tu vois, ils sont là, ouais, mais frère, moi, j'ai des bouches à nourrir, des fois, c'est galère. Parce que moi, j'ai pas de crédit avec intérêt. J'ai pas acheté de bien à crédit avec intérêt. J'ai pas acheté de voiture avec crédit avec intérêt. Parce que je veux vraiment, au moins, cette chose-là, cette liberté que je peux me la garder, de ne pas tomber dans ce péché-là. Je veux le garder et mourir dessus. Et des fois, ça te met économiquement dans certains problèmes dans la vie. Derrière ça, tu vas donner du temps à des gens. Il y en a qui comprennent pas. Ouais, tu délaisses ta famille pour donner à ces gens. Mais moi, ce que je vois en donnant mon temps à ces gens, c'est que ces gens-là, ils vont aider plus large. Après, attention, je me ressens après sur la famille. Et mon vrai bonheur, il est au cœur de ma famille avec mes enfants. Et du coup, Hassan, l'entrepreneur,
celui-là qui a plusieurs restos, celui-là qui aujourd'hui aide les gens aussi à ouvrir des restos ou autres. C'est qui celui-ci? Aujourd'hui, je vends des concepts où il y a mon nom, où je suis pas totalement propriétaire. J'en ai lancé près d'une trentaine en formation, en concept, et tout ça. Et je continue aujourd'hui. Moi, c'est le consulting. Le consulting, le partage et la formation. Là aussi, je me suis trouvé. Je dis, je suis pas fait, moi, pour être enfermé dans un restaurant. Je l'ai fait, je l'ai vécu des années. Je suis pas fait pour ça. Moi, je suis fait pour partager et donner des solutions à des problèmes de business. Je suis un entrepreneur. Comme je te dis, voilà, ça fait partie de ta place aussi. Tu es un businessman, tu es un entrepreneur. Qu'est-ce que tu apportes aux gens? Comment tu fais ton business? Quelles sont les solutions que tu apportes aux autres? Et comment tu m'en pratiques ton art? Parce que moi, je suis dans ma cuisine, je suis un ouf. Tu sais, je suis un mec, je n'en parle pas souvent, mais les gens qui me connaissent vraiment, ou bien mes clients, connaissent ma cuisine, connaissent ma façon de travailler, connaissent ce que je mets dans la bouche. Parce que les gens oublient une chose. Chef Hassan, aujourd'hui, s'il a avancé, et s'il continue d'avancer, c'est parce qu'il fait de la bonne bouffe. Parce que c'est une bête d'artiste culinaire. Parce que c'est un bête de cuistot. Et ça, je remercie Allah et à des formateurs comme Laurent Delcros qui m'ont appris le goût, qui m'ont appris les différents produits, qui m'ont appris comment on travaille ces choses-là. Et après moi qui me suis dit, allez, lâche-toi, fais ce que t'aimes et tu auras ce que t'aimes. Et derrière ça, je me retrouve à tester des choses, des recettes, à trouver des solutions à des problèmes. Parce que j'ai rencontré moi en tant que patron, en tant que chef qui a vécu dans des pays où on n'avait pas de produits. Tu sais, quand tu vis en Afrique et que tu n'as pas de mascarpone, voilà, que tu n'as pas de crème liquide, tu développes des techniques, des trucs qui te font que maintenant je peux travailler n'importe où dans le monde. Et que j'ai une méthode de travail, d'études de terrain, de produits, de coutumes. Tu vois, il faut assimiler toutes ces choses-là. C'est cette adaptation, d'être un caméléon dans ton business aussi. Et de faire de la bonne bouffe gourmande, tu manges, tu kiffes et tu veux revenir. Et moi, je marque les esprits parce que je donne à bouffer. J'ai des partenaires aujourd'hui parce qu'ils ont bouffé ma bouffe. Ils savent que c'est bon ce qu'il fait. Purée, comment il fait? Et ben ça, c'est un don qu'Allah il a donné dans les mains. Mon chef, il me disait toujours à chaque fois, tout est à son honneur, à mon frérot Laurent Delcros, il m'a jamais laissé tomber. C'est vrai que mais à l'heure où tu t'envoyais ton frère, tous les mecs de la steak avaient des sociétés pour faire des promesses d'embauche, et moi c'était des affaires un peu reloues, il t'esquivait. Lui, il était là. Laurent Delcros, à la rue de Montmorency. Il te faisait la promesse d'embauche. Et il me disait toujours une parole. T'es con, t'as un don, t'es con. Excusez-moi pour l'insulte. Et un jour, je parlais avec lui et il m'a dit, t'es une de mes plus grandes fiertés. Et là, tu te dis, purée, tu vois, t'es ce gars-là qui a voulu s'en sortir. T'es passé par des moments difficiles. T'as permis, que ce soit la violence, que ce soit la drogue, que ce soit la musique, que ce soit l'inégalité sociale. Tu sais, on est parti avec un sac chargé de pierres, mon frère. Et comme moi je le disais, juste partir de ton hall jusqu'à la gare, c'était une épreuve. De monter dans le train, d'aller jusqu'à Paname, c'était une autre épreuve, une autre épreuve. De sortir de la gare à Paname, d'aller jusqu'à ton travail, c'est encore une autre épreuve. Tu t'imagines qu'on a grandi comme ça? Et ben en fait, c'est ça qui a fait de nous des hommes forts. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller in the world et s'exprimer et tout éclater. Et c'est ça, moi, qui me permet de plus me mettre de limites, à part celles qui sont de notre créateur. Tu vois? Voilà. Excuse-moi, ça m'a un peu d'émotion. Quand je pense au Feuchet, ça, tu sais, ça fait du bien au cœur parce que tu dis purée, personne croit en toi, même ta propre famille. Et t'as un mec qui sort de nulle part, lui, il croit en toi. Il dit, vas-y, mon frérot, tu vois, t'es là. Tu sais, des fois, je lui fais la misère. Feuchet, quand je lui fais la misère, je venais pas des fois, mais il me lâchait pas, il me reprenait tout le temps. Il voyait le potentiel que t'as. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de partager avec les jeunes. Tu sais, quand il y a des services sociaux ou des associations qui baissent les bras, ouais, mais non, les jeunes, ils veulent plus. Franchement, ça a changé, ça a pas changé, frère. Je suis un petite cité qui a fait de la merde, qui était en prison pour des grosses choses pas bien, qui était dans des trucs, mais t'as mal à la tête. Et j'ai réussi à changer grâce à Allah. Donc c'est faux, on baisse pas les bras. Et il y a des gens, ils savent, ils te sentent. Il y a des gens dans ta vie, même s'ils sont pas de ta famille, quoi, ils te sentent, ils savent. Et c'est toute une histoire de vie, de corrélation. Et comme je te disais, c'est quoi? C'est trouver ton rôle. C'est quoi ton rôle? Moi, aujourd'hui, je vois RDM, je dis, c'est quoi ton rôle? Ce média, c'est quoi son rôle? Moi, c'est quoi mon rôle? Une boulangerie, son rôle, c'était de me faire un bon éclair au chocolat pour que je sois heureux, mon frère. Chef Hassan, son rôle, c'est de te faire une bonne bouffe, t'aider dans ton commerce, t'aider dans ton restaurant. Mais en même temps, c'est un parcours de vie que je ne peux pas nier. Tu vois, des fois, il y a des gens, et ça, c'est les gens qui ne me connaissent pas ou les gens qui ne connaissent pas le parcours. Ou qui n'ont pas envie, ou qui sont tellement ciblés sur le truc.
Mais on comprend pas, t'es cuistot, t'es motivateur, t'es quoi? Je suis chef Hassan. Je suis l'Hassan. Je suis l'Arsène, je suis Hassan. Je suis un mec qui a une vie atypique, qui a un concept atypique et qui veut partager au maximum avant de mourir. Pour te donner des bonnes choses à faire. Et toujours avec la sincérité, à l'ikhlas. Ça, c'est pas tout le monde qui le comprend. Il y en a, ils peuvent penser, si on a un état d'esprit, nous les Français, toujours voir le négatif, ouais, mais c'est du sevi, ouais. Non, non, mon frère, t'es pas dans mon cœur, t'es dans le cœur de personne, je suis pas dans ton cœur, je sais pas. Il y a que Allah qui lit dans les cœurs. Exactement. Donc moi, je sais ce que je fais. Je sais mon combat depuis que je suis petit. Je sais, tu sais, des fois, je remonte, j'en parlais l'autre jour avec un ami, je remonte c'était à ma femme, pardon. Je disais, mon souvenir le plus lointain, c'était l'hôpital à Robert Ballanger. J'avais 2 ans quand j'ai dit à ma tante, parce qu'il y avait ma tante avec moi, et j'avais un petit bonhomme Lucky Luke, et avec son cheval, et je regardais par la fenêtre la voiture de mon père qui partait. Tu vois? Et je reviens, c'est mon souvenir le plus lointain, et je réécris ma vie. Et je regarde à quoi je sers, à quoi je fais. Je suis personne, frérot. Je suis pas là à dire, ouais, je suis pas un ouf, hein, je suis pas un guide spirituel, ou là. Non, je suis juste un mec qui a un parcours et qui a un rôle à jouer, et j'essaie de le jouer de la meilleure façon que je peux. On arrive à la fin de notre discussion. Je voulais juste demander à Chef Hassan, c'est quoi ton top 3 des plats que tu aimes cuisiner ou que tu préfères? Alors, j'ai pas de top. Tu sais, j'ai pas de top 3 de plats que j'aime cuisiner ou faire. Moi, je suis un challenger, j'aime bien toujours découvrir des nouveaux produits, toujours inventer des alliances improbables. Je suis dans un concept synesthésique, moi. Le désaccord des sens qui finissent par s'accorder. Les couleurs, le bruit, le son, la mâche, toutes ces choses-là. Moi, les 3 plats, on va dire, si je te ferai un top, on- c'est des histoires, en fait. Ce sera plus des plats à histoire qui ont marqué peut-être ma petite carrière de 26 ans dans l'art culinaire, tu vois. Les gens, ils sont choqués quand je dis ça, parce que beaucoup croient que je suis passé du rap à la cuisine. Non, les gars. J'ai commencé la cuisine à 14 ans. J'ai vécu longtemps, pendant 12 ans, la cuisine. J'ai fait une petite pause quand la carrière de rappeur avait pris le dessus. Et je suis revenu à la cuisine, mais toujours en étant connecté et en regardant ce qui se passe dans le monde et en suivant ce qui se fait et en mangeant de bonnes tables. Et mon top 3, si je te dis comme ça, je vais prendre en troisième un plat qui a marqué toute mon enfance, toute ma vie, jusqu'à que je rentre au Maghreb. C'était les batatas taïba, comme on disait. C'était un ragoût de pommes de terre que ma grand-mère faisait, qui m'a marqué toute ma vie. Une pomme de terre qui était tellement bon. J'en parlais à ma mère dernièrement quand j'étais en Algérie. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, c'était la pomme de terre qui était super bonne en Algérie comparée à ce qu'on avait en France. Et j'avais ce plat-là de ma grand-mère, tu vois, avec la sauce que tu rentres, avec le matelot, avec le pain, tu vois, de chez nous. C'est un plat qui m'a marqué, tu vois. Deuxièmement, c'est un peu bizarre, hein, ce que je veux dire, parce que je veux pas faire le chef cuisinier, t'as les étoiles et tout ça. Je te parle de trucs qui m'ont marqué dans ma vie, qui ont une histoire. Un grec, un sandwich grec, comme on dit dans le 9-3. Le kebab, ou là, le doner, ou là, je sais pas comment, tu vois, ça se dit. Qui m'a marqué, mais c'est l'histoire de ce kebab qui m'a marqué, qui est en fait une symbolique. Quand ces sandwichs sont arrivés dans nos quartiers, et j'avais un pote, Abdoulaye, et on sortait de l'école et on cotisait, et c'était 17 francs. Mais le symbole de ce grec, il était dans nos banlieues, il est énorme, c'est qu'on le partageait. C'est qu'on économisait chacun pour partager ce sandwich. C'est toute la journée, du matin, même des fois c'était la semaine, parce qu'on avait un moment de la semaine, c'était le mercredi quand on sortait tôt de l'école, on voulait passer. Sur toute la semaine, on économisait pour avoir chacun nos 6 francs, nos 7 francs 50, 17 francs divisé par 2, je ne sais pas compter, nos 8 francs 50, pour pouvoir acheter ce grec qu'on partage en deux. Et c'est toute cette fast-food qui a existé depuis longtemps. Et quand je dis fast-food, c'est ne serait-ce que le sandwich que ta maman te préparait pour descendre au terrain de foot, qu'on partageait. C'est plus des symboles. Ce symbole de ce sandwich qu'on partageait, comme cette bouteille de Rock Cola qu'on partageait aussi. Et on voulait pas boire la fin, on disait c'était la bave. Tu vois? Donc c'était plus un menu, tu vois, de street food qui a toujours existé. Et aujourd'hui, regarde qu'en plein essor dans le monde. Et le premier, ça c'est en hommage à mon chef, hein, Laurent Delcros, c'est le choco. Tu sais, j'ai fait mon apprentissage à l'auberge Nicolas Flamel, qui est un restaurant étoilé. Et il y avait ce dessert et les gens venaient de partout. Tu vois, on était dans le guide Michelin. Ils venaient partout par rapport à cette part de gâteau, avec cette crème anglaise. Ces petits morceaux de décoration à l'ancienne de kiwi et d'orange. Et j'ai eu la recette, je crois le chef il m'a donné la recette au bout de... Quand j'ai eu mon diplôme,
Je rêvais il était tellement bon ce gâteau. Chef, je l'avoue, je tapais des morceaux quand il disait il manquait des parts. C'était moi. C'était Balou, il me surnommait Balou. Il était tellement bon ce gâteau. Donc, je suis mon top 3, c'est surtout des moments et des souvenirs. Ensuite, la gastronomie française, pour être large, c'est exponentiel. Tu sais, des fois, moi, quand vraiment je vais mal, je vais cuisiner les trucs les plus relous, les plus techniques. Je vais chercher des types de cuisson, des trucs, et je vais m'exprimer dedans. Mais est-ce que c'est vraiment ce que l'homme aime, l'homme avec un grand H? Ce que l'homme avec un grand H aime, c'est la gourmandise. Les souvenirs de gastronomie qui te restent, c'est la gourmandise. Et même ce que les chefs les plus étoilés au monde font et se sont fait connaître, ce sont des plats gourmands. Robuchon avec sa fameuse purée montée au beurre. Et autres, les chefs qui reprennent les grands classiques du terroir français. C'est la gourmandise, frère. Si tu regardes les tops des ventes, même dans les restaurants étoilés, c'est la gourmandise. Après, il y a un autre niveau. Quand tu deviens un épicurien de haut vol, tu vas dans des restaurants étoilés pour découvrir, pour faire. Après, j'ai des choses dont je suis fier. J'ai le BC BG Burger que j'ai inventé. Je suis le premier au monde à avoir fait des burgers topping classe, tu vois. Et ça, je suis content parce que je les ai fait manger à de grandes personnalités de ce monde, tu vois. Et vraiment, de notre époque en tout cas. Et après, il y a mon côté gastronomique où là, vraiment, je m'éclate et je fais kiffer les gens. C'est vraiment moi ce que j'aime. Mais c'est pas ce qui non plus te fait vivre forcément. Et je donne ce message et une grande force à tous ces chefs qui tous les jours se battent, n'ont pas beaucoup de vie, qui vivent des vies sociales très compliquées parce qu'ils donnent tout pour leur passion et donner le meilleur et évoluer dans leur art et aller à l'excellence. Et puis, dernier mot de la fin, en tout cas, je sais pas si tu as une autre question après, mais les gens de chez nous, croyez en vos rêves, vivez vos rêves, parce que ça peut devenir une réalité, et tant que tu y crois, ça deviendra une réalité. Et bien sûr, tawakkul illah, la confiance en Allah, c'est la première des choses. Et toujours nos limites, apprenons. Apprenons-nous d'où on vient, ce qu'on est, apprenons notre religion, et vous verrez que la vie ira mieux, et que même les gens qui ne vous aimaient pas vous aiment. Chef Hassan, je te remercie. Merci à toi. Merci d'être venu. Ouais, Merci c'est d'être 9-3. accepté. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser des commentaires, à liker la vidéo aussi. Et je vous dis à une prochaine, Inch'Allah. Allez, salam. Amen.